Mesdames et messieurs, il m'arrive une farce, c'est que je me suis levé ce matin à 5 heures pour essayer de construire un discours avec mes petites notes, etc. J'ai tout oublié à la maison. Je suis un mauvais élève et je le serai toujours, il n'y a rien à faire. Alors, j'ai essayé d'un peu de remettre tout ça dans l'ordre et tout d'abord vous dire à quel point je suis très heureux que nous nous retrouvions une nouvelle fois ici à l'Abbaye aux Dames, dans cette région qui, grâce à la bataille de Normandie, a permis à l'Europe et au monde de retrouver la paix en 1944 et 1945. Dans cette région qui a beaucoup investi sur ces questions à travers l'Institut des droits de l'homme, ma chère Nicole. Et je voudrais tout d'abord faire 2 ou 3 remerciements, qui ne sont pas des remerciements simplement comme on en fait toujours à chaque discours, mais des remerciements qui sont du fond du cœur. Tout d'abord, 2 très grands universitaires des questions de politique étrangère, de géostratégie, qui nous conseillent, qui nous portent, qui nous bichonnent et qui nous permettent de construire le programme. Je voudrais qu'ils se lèvent. Bertrand Badi et Nicole Niesotto qui sont là au premier rang. Merci à eux. Je voudrais bien sûr aussi remercier Frédéric et François Xavier qui, depuis 8 ans, animent ce Forum Normandie pour la paix. C'est, vous n'imaginez pas, un travail absolument gigantesque que de bâtir à la fois ces plénières, de trouver les thématiques, de réfléchir aux angles, d'essayer de comprendre quelles sont les grandes évolutions géostratégiques du moment, et Dieu sait que c'est compliqué de les comprendre. Et au bout du compte, sans eux, rien d'ici ne se ferait. Moi, globalement, à part le discours d'ouverture, je n'ai rien fait. Et donc, Frédéric et François Xavier, merci 1000 fois, je vous embrasse du fond du cœur. Alors, comme François Xavier m'a demandé d'être court et qu'en général je suis très long, je voudrais juste vous adresser 2 messages. Le premier message, il s'adresse aux jeunes générations qui constatent et qui peuvent constater à quel point le monde est devenu fou, qui peuvent bien entendu s'interroger sur des questions aussi essentielles que celles du réchauffement climatique, mais désormais aussi de la question de la stabilité du monde et de la capacité à rester en paix. Mais leur dire que probablement jamais les questions de politique étrangère et de géostratégie. J'ai été prof de droit à la fac pendant près de 10 ans, donc j'ai jamais, je crois, dans mes 40 ans d'existence, si je commence à l'âge adulte, connu une période où ces questions sont aussi passionnelles et inflammables. C'est-à-dire que si vous voulez qu'un dîner se passe mal, même si c'est avec des amis, vous parlez de politique étrangère. Là, vous êtes sûr que ça se termine très très mal. Quand vous avez du matin au soir des postures politiques, des fake news qui vous abreuvent matin et soir, quand vous avez globalement des femmes et des hommes qui sont sur des postures, difficile d'arriver à trouver sa voie. Et ce que je voudrais simplement vous dire, c'est que ce forum, c'est aussi pour vous un moyen d'essayer de vous éclairer et de comprendre quels sont réellement les vrais sujets, ou tout du moins les sujets qui sont centraux, qui sont abordés, avec des différences. Et c'est des différences dont je voudrais parler. Je voudrais évoquer l'altérité, la culture, le respect de l'autre, la question de la tolérance. On est sur des sujets inflammables. Je suis sûr que dans la salle, il n'y en a pas un qui pense la même chose que l'autre, ou presque. Quand on évoque la question palestinienne, quand on évoque la question israélienne, quand on évoque l'Iran, quand on évoque le Soudan, quand on évoque bien sûr Donald Trump ou Vladimir Poutine, quand à chaque fois, très vite, on rentre dans des sujets de passion. Et je voudrais juste qu'on soit attentif à cela aujourd'hui. Nous sommes un forum où ces débats auront lieu et où vous aurez des femmes et des hommes qui ne penseront pas la même chose. Eh bien, c'est facile d'être du côté des bons ou des méchants, de considérer qu'il y a le gentil et le violent, l'imposteur et celui qui est juste. Au bout du compte, ce que je vous demande, c'est que, hormis bien sûr les propos inacceptables, les propos
xénophobes, fascistes, racistes, antisémites, eh bien qu'on puisse au moins s'écouter. S'écouter, sinon s'entendre. C'est, je crois, le premier message que nous pourrons partager aujourd'hui. C'est que dans les plénières ou dans les débats thématiques qui vont être durant ces 2 jours, eh bien qu'on accepte l'idée que l'autre n'a pas forcément la même idée que soi. Ça déjà, c'est un immense progrès en termes de démocratie, de construction d'une communauté humaine et au bout du compte, de bâtir à sa façon un bout de paix. Donc, mesdames et messieurs, je vous demande juste, durant ces 2 jours, vous aurez des propos inflammables, éloquents, qui seront portés par un certain nombre de responsables politiques ou de diplomates ou d'universitaires, que nous soyons sur l'idée de ce forum. Je te respecte à partir du moment où tes propos sont entendables. Je crois que ça, c'est le premier message que nous pouvons partager. Et puis, la deuxième chose, et c'est le seul sujet de fond que je voudrais évoquer avec vous, je vais essayer de le rebâtir, c'est la question centrale de nous, Européens. Que devenons-nous dans tout cela? Est-ce qu'il y aura une demi-journée consacrée à cela, avec un thème absolument, un titre qui est absolument exceptionnel, mais pour moi, c'est une question qu'on oublie souvent dans tous les débats qui abreuvent matin, midi et soir les médias. Et nous, les Européens, que devenons-nous dans tout cela? Et je voudrais simplement vous donner mon sentiment. Le premier, c'est que désormais, il y a un certain nombre de choses dont on est absolument sûr. La première chose dont nous sommes absolument sûrs, c'est que ce que nous ressentions et nous savions, mais que nous n'osions pas complètement exprimer, c'est que la construction des Nations Unies telle qu'elle a été pensée à San Francisco, c'est derrière nous. Et qu'un jour ou l'autre, un monde nouveau va s'écrire. Et que peut-être, si on est optimiste comme je le suis par nature, cette période de crise, cette période où l'hubris hyper puissant n'a jamais autant conduit le monde, peut-être que de là, après Poutine et Trump, peut-être qu'ensuite, quand le monde aura eu si peur, eh bien, nous serons capables de réécrire, en quelque sorte, une organisation mondiale, un multilatéralisme qui peut s'entendre et dans lequel, bien entendu, on n'est pas sur le modèle de 1945 avec un Conseil de sécurité à 5 membres permanents dont on voit bien qu'aujourd'hui, il ne correspond plus à l'État et au rapport des forces dans le monde. Ça, c'est une chose dont on est sûr. La deuxième chose dont on est absolument sûr, c'est que dans ce monde d'aujourd'hui, nous pensions, nous, Européens, je ne sais pas si c'est par lâcheté, ce qui est mon sentiment quand j'ai été ministre de la Défense, où j'ai toujours eu le sentiment que les Européens avaient une espèce de lâcheté générale sur le sujet, mais nous savons une chose, c'est que l'Alliance Atlantique n'est plus une assurance tout risque. Nous savons que l'article 5, dont on pensait que globalement il nous permettait d'être sous le parapluie américain, nous savons désormais qu'il n'est plus aussi automatique que cela, puisque à la tête d'un pays dont on estimait que, fait de pouvoir et de contre-pouvoir, il était la démocratie la plus solide, eh bien tous les pays peuvent être éventuellement atteints de césarisme, peuvent voir leur démocratie s'effondrer, et que nous, Européens, dans notre modèle, eh bien, on se retrouve bien seuls. Et que l'article 5 de l'Alliance Atlantique ne garantit pas la sécurité des Européens. Ça, c'est une deuxième chose dont on est à peu près sûr, c'est que même si Trump disparaît, on sait désormais que ça ne suffira pas pour nous garantir sur le long terme. Le troisième sujet, Bertrand, souvenez-vous, il y a 2 ans ou 3 ans, vous nous avez fait un discours, ou peut-être 4 ans, vous nous avez fait un discours absolument exceptionnel pour nous expliquer que désormais, la guerre entre les États n'était pas forcément le modèle dans lequel on était, mais que c'était souvent des crises et des guerres infranationales, infra-étatiques.
et que les crises étaient des crises reposant sur des motivations ethniques, des motivations religieuses, sur des motivations portant sur l'idée de pouvoir prendre la main sur telle ou telle ressource, mais qu'au bout du compte, le monde était plutôt à l'abri des conflits entre les États. Il y a 4-5 ans, c'était probablement juste avant l'Ukraine. Et on découvre aujourd'hui qu'au bout du compte, ce qui nous paraissait impensable réapparaît, c'est-à-dire la guerre entre des États, la guerre avec des pays qui ont des revendications territoriales et des pays qui balaient la totalité de la Charte des Nations Unies, la non-ingérence, les droits fondamentaux, les droits de l'homme, etc., et qui considèrent que par leur seule puissance, leur seul pouvoir militaire, eh bien, ils peuvent écraser l'autre. Ça, c'est quand même des choses à laquelle, il y a 20 ans, on se disait qu'au bout du compte, le monde allait en progressant, que les échanges internationaux, l'ouverture du monde, le fait que les peuples partageaient de plus en plus de points communs, nous amenait globalement vers un idéal. C'était l'après 89 en quelque sorte. Eh bien, la fin de l'histoire. Eh bien, on sait aussi que tout ça, désormais, a complètement changé. Et puis, il y a une dernière chose qu'on sait, c'est qu'on croyait que nous avions, nous, Européens, un modèle qui était un modèle, la magie, je sais que une majorité des Français sont aujourd'hui très sceptiques, pour ne pas dire opposés à la construction européenne, mais si on veut bien réfléchir, c'est un mot. Oui, Nicole, vous avez raison, les mots ne sont pas les bons. Bon, pardon, madame le professeur. Mais si, au bout du compte, c'est parce que je veux faire vite, au bout du compte, on a quand même bâti un modèle qui nous a garanti la paix. Mais on l'a bâti sur une idée qui était de se dire que les échanges internationaux, le commerce, l'économie de marché, les flux commerciaux nous permettraient globalement d'imposer un modèle qu'on a appelé le soft power, qui repose sur des valeurs, qui repose sur le respect de l'état de droit, qui repose sur la protection des droits fondamentaux, et que ce modèle-là, par notre capacité d'influence technologique, économique, nous serions en capacité de le faire partager par une grande partie du monde. Ce qui nous a amené d'ailleurs, à contrario, à nous dire que le hard power, c'était pas nous, et ça nous arrangeait parce qu'on avait l'Alliance Atlantique. Et au bout du compte, on constate que le soft power ne nous a garanti et protégé, malheureusement, de pas grand-chose. Mais ce qui est plus embêtant, et je vous invite à avoir ça en tête, c'est que nous, Européens, nous avons voulu bâtir un modèle autour du soft power, pour faire court, mais nous n'en sommes même pas donné les moyens. Je regardais, même si j'ai oublié tout ça, le rapport Draghi ce matin. Le rapport Draghi dit, mais Européens, réveillez-vous sur ce que vous voulez être. Vous voulez être une puissance de technologie, d'innovation, de savoir, mais tous vos indicateurs démontrent que vous ne faites pas les efforts qu'il faut là où vous devriez les faire. Si vous prenez l'enseignement supérieur et la recherche, les États-Unis consacrent 3% de leur PIB à l'enseignement supérieur et à la recherche, 2,4% en Chine, 2% en Europe. La recherche et développement, on a des écarts à peu près les mêmes. Si vous prenez les 20 plus grandes puissances économiques dans le champ de la technologie et l'innovation, 15 sont américaines, une seule est européenne. Et donc, en clair, nous nous sommes dit que nous allions bâtir un modèle autour du savoir, de l'innovation, de la science, portant un progrès de l'humanité, que nous ferions partager à travers des échanges, en respectant des traités et des lois et des accords, et qu'au bout du compte, notre modèle pourrait inspirer en quelque sorte un modèle plutôt pacifique entre les nations et les peuples. Et donc, nous n'en sommes même pas donné les moyens en réalité. Et de l'autre, nous avons abandonné le hard power, le pouvoir militaire. Un seul chiffre,
les États-Unis, c'est à peu près 1000 milliards de dollars de budget. On n'est pas ridicule, nous, on représente 500 milliards, nous, les Européens, à peu près. Les Chinois, 300, les Russes, 150, à peu près. Et donc, en fait, on n'est pas ridicule, sauf qu'au bout du compte, ce qu'on n'a pas été capable, c'est que nos 500 milliards, on puisse les mutualiser sur un certain nombre de fonctions et un certain nombre de programmes. Et donc, mesdames et messieurs, on est face à quelque chose d'extrêmement simple. C'est que nous savons que dans ce monde de rapports de force, dans ce monde où on balaie tous les principes, nous ne pouvons pas simplement considérer que le soft power peut être le modèle dans lequel nous rentrions et dans lequel nous emmenons les Européens. Et pour les Européens, il y a deux défis. Le premier, c'est bien entendu de redevenir une puissance créatrice majeure en termes d'innovation, de recherche et de développement, et de l'autre, de faire en sorte qu'on puisse être respecté. Parce que, j'allais dire, Trump nous rend service. Quand j'étais au gouvernement, pendant 3 ans et demi, on avait la présidence de l'Union européenne, j'ai essayé de défendre tous les jours la construction de l'Europe de la défense. J'avais face à moi des murs. Des états-majors de forces européens, personne n'en voulait. La construction de programmes militaires européens, personne n'en voulait. Et au bout du compte, on avait des pays qui avaient accepté la vassalité. Et désormais, au moins, cela nous a permis de nous réveiller et de nous dire que si nous voulions compter dans le monde du XXIe siècle, si nous voulons nous faire respecter, si nous voulons faire en sorte que nos peuples et nos compatriotes soient respectés, il nous fallait désormais exister en matière militaire. Mais là où il y aurait faute, à mon sens, et je livre ça au débat de demain, c'est de considérer que ça doit se faire au sein de l'Union européenne. Non, mesdames et messieurs, ce n'est pas à l'Union européenne de s'occuper de cela. L'Union européenne doit assurer la coordination. L'Union européenne doit favoriser la base industrielle et technologique de défense. L'Union européenne doit favoriser la recherche fondamentale. L'Union européenne doit, en quelque sorte, éventuellement, profiter de sa surface financière pour aider le développement de ces capacités dont nous avons besoin. Mais c'est d'abord l'affaire des nations. Et parce que je ne peux pas croire un seul instant que c'est à 27 que nous pourrons avoir cette détermination. Je ne peux pas croire un seul instant que nous soyons obligés de discuter avec M. Orban ou avec le chancelier allemand du moment de notre politique étrangère, de nos zones d'influence, de notre capacité à peser sur le monde. Cette discussion, elle doit se faire entre des nations indépendantes et souveraines qui décident ensemble d'avoir la même volonté. C'est donc un corps de nations et non pas un ensemble européen où la défense devient un sujet parmi d'autres qui fait l'objet d'arbitrage et de négociations, mais au contraire des nations dans lesquelles il y a une nation qui n'est pas au sein de l'Union européenne, qui est le Royaume-Uni, qui y participe et dans lequel ces pays décident de s'engager sur une réflexion très simple. Quelle capacité militaire et de défense nous voulons pour nous faire respecter? Quelle est notre zone d'influence et notre zone de responsabilité, temps 2, et temps 3, à partir de là, quels sont les moyens militaires que nous devons avoir? Prenez juste un seul élément quand vous évoquez la guerre entre l'Iran et les Israéliens et les États-Unis. Les États-Unis ont 300 satellites militaires, quand nous en avons quelques dizaines à l'échelle européenne, et ce sont des sujets qui sont absolument stratégiques. Donc, à partir du champ de responsabilité que nous voulons avoir, eh bien, développons les moyens qui sont les nôtres, entre des nations qui ont la même volonté. Et je termine par un mot. Le seul sujet, mesdames et messieurs, le seul sujet qui compte avant tout, c'est pas une question d'argent, c'est pas une question de moyens, c'est est-ce qu'on en a la volonté? Est-ce qu'on a la volonté un jour que l'Europe, avec ce qu'elle représente en termes de valeurs, se dise, eh bien, nous allons participer aux affaires du monde, aux grandes discussions, et nous allons faire en sorte que, entre la guerre froide ou la nouvelle guerre froide entre la Chine et les États-Unis et le reste de l'Empire russe, eh bien, que nous soyons à la table des discussions, des négociations avec nos valeurs, car l'Europe porte
des valeurs que nous sommes les seuls aujourd'hui dans le monde à vouloir faire respecter pour le bienfait de l'humanité. Donc, mesdames et messieurs, vive une Europe volontaire, déterminée et qui fait en sorte que ce à quoi nous croyons nous amène à être aujourd'hui et demain sur la place du monde. Merci mille fois.